Alors du coup, je t'explique. Le but aujourd'hui, c'est de repasser sur toute ta chaîne de valeur à partir du moment où un client entend parler de toi jusqu'au moment où tu as délivré le taf pour lui. Ça marche. Et où il est en attente de potentiellement reprendre une mission avec toi ou pas. Ok. De passer ça au filtre des outils du scale là. Je sais pas si tu as vu l'épisode 1. Je n'ai pas regardé. T'as pas regardé, non? Je pas encore Non, fait en le gros, c'est ce que disait Ous, tu vois, donc on a 5 outils pour le scale individuel qui sont standardisés. Et puis quand tu es standardisé, comment tu automatises ou comment tu délègues à tes clients. Et après, tu as les questions de générer des leads. Donc comment on va faire pour générer des leads, toi, sur une activité, trouver un truc qui va attirer l'attention des gens, qui te permettra d'avoir des clients de manière régulière, qui sont des clients qui peuvent te permettre de scaler. Ok. Et le pricing. Donc sur le pricing, là, on va rien avoir parce qu'il n'y a pas d'outil particulier. Par contre, tu pourras en discuter avec Ous dans la. Mais pour avoir pas mal potassé le sujet, j'ai l'impression qu'en fait le scale va difficilement se faire chez le client en fait. Ouais. Et c'est plus peut-être sur du B2C en mode du contenu, des formations, des workshops, des trucs comme ça. Je vois plus le scale là-dessus et j'ai encore du mal. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai encore du mal en fait à le modéliser du côté B2B en fait, avec moi direct avec le client. Bah on a fait le taf avec Fabien l'autre jour et c'était assez intéressant parce qu'en fait on a repris la chaîne de valeur et à la fin j'étais là genre on peut pas scaler grand chose à part le taf fondamental de dev, tu vois, parce que lui il est du coup il se met à temps plein chez son client et du coup il devient part d'une équipe, donc en fait c'est un peu compliqué, mais du coup ce qu'on a vu ensemble c'est potentiellement de réduire sa cible. Parce que là, actuellement, il y a déjà beaucoup de demandes de contrats. C'est un dev, tu vois, genre, il y a énormément de demandes. Il y a déjà beaucoup de demandes de contrats. Et son enjeu, il est comment je fais pour dire non à la plupart des contrats, augmenter le nombre de gens à qui je vais dire oui, mais qui sont des gens qui sont dans une verticale spécifique pour que moi, je puisse bâtir de la tech réutilisable et que du coup tu puisses prendre potentiellement 2 clients à la fois, 3 clients et puis ensuite déléguer à une équipe qui va pouvoir intervenir beaucoup plus vite. On avait une histoire de MVP, enfin voilà, on a un peu bossé sur ce truc là. Et donc déjà commençons par toi ton process de comment ça se passe. Donc toi aujourd'hui, ton acquisition ça se passe comment? Genre comment tes clients ils t'entendent parler de toi ou comment tu les touches la première fois? Je dirais que déjà j'ai 2 manières. J'ai soit premièrement par des plateformes, donc j'englobe Malte, LinkedIn, Comet, c'est les principales. Ensuite, c'est du démarchage direct de ma part. Ça, c'est très rare. Mais ça, je le fais quand le projet est hyper intéressant. Et sinon, c'est par le réseau. Et ça se fait de plus en plus, en fait. Donc, c'est d'anciens clients qui vont me recommander à d'autres. Et j'en ai oublié une, du coup, il y a aussi tout ce qui est agence de placement. Donc, c'est des... C'est genre des chasseurs de tête, quoi. Ouais, c'est des chasseurs de tête qui me démarchent et puis qui me disent voilà, on a un client, c'est des cabinets de recrutement dans la tech en fait. Ça marche. Donc tout ça, ça t'apporte des clients potentiels. C'est quoi ton premier contact avec eux? Le premier contact, c'est déjà ils vont me parler TJM, ils vont me parler de la stack, donc tout ce qui est techno utilisé, l'appétence par rapport au projet. Si c'est des projets par exemple où on me dit ça va être 2 semaines, par rapport à la durée aussi, typiquement. Je vais faire mon choix par rapport à la durée. Comment tu te parles à ce moment-là? Genre c'est par téléphone direct ou c'est... Souvent c'est par téléphone, ou par message. J'aime bien avoir ils te contactent directement, donc soit tu les contactes et du coup là ils te parlent comme ça, soit c'est par les plateformes et du coup là tu les appelles En fait non, pour les plateformes, vu que j'ai pas mal de demandes, j'ai mis un lien Calendly où les gens prennent des rendez-vous sur des chronos horaires que j'ai définis à l'avance. Comme ça, moi, ça me permet de laisser du temps libre pour mon travail de dev. Et sur les plages où j'ai des trous, où j'ai envie de... je me sens plus apte en fait à répondre, je programme les rendez-vous téléphoniques, quoi. D'accord. Donc tu as un lien Calendly, donc ça c'est déjà un truc que tu as scalé d'une certaine manière en fait. C'est ça. Tu as gagné du temps et du coup genre tu fais travailler tes clients à ta place. Énormément de temps, Et tu as gagné énormément de temps avec ça. Parce que c'est surtout ce qui était lead et gestion de lead, c'était vraiment la partie en fait qui me prenait facile 10 heures par semaine, quoi. À gérer, parce qu'en fait tu as beaucoup de propositions mais tu en as très peu qui vont au bout. Et en fait, le temps d'envoyer un message, de gérer, de checker, de relancer et tout, en fait, vraiment les personnes qui sont déterminées, qui te veulent vraiment, elles vont prendre les rendez-vous téléphoniques.
Ouais. Donc du coup, tout de suite, ça fait le tri et ça met tout de suite les gens dans un bon mood, quoi. Ok, ouais. Et moi aussi. Et donc toi, tu as des plages horaires où tu as déjà des calls qui sont prévus. Exactement, et ça. Plus qu'à les prendre, quoi. Avec Calendly, ça s'inscrit directement dans mon Google Agenda. Je reçois une notification une demi-heure ou un quart d'heure avant. Et du coup, je sais quoi préparer. Souvent, je donne un champ descriptif aussi pour que le mec me mette 2-3 informations sur la mission, que je sache à peu près de quoi je vais parler et discuter avec la personne. Et ça arrive même, si les informations sont bonnes et que la mission ne m'intéresse pas, d'annuler le rendez-vous, comme ça les deux personnes gagnent du temps, quoi. Ok, ouais, trop bien. Trop bien. Donc ensuite, tu as ton premier contact, qui est donc toujours un rendez-vous téléphonique ou quasiment, quoi. C'est ça. Où là, tu parles de TJM, tu parles de la stack, tu parles de la durée. Ouais. Et toi, c'est le moment où tu fais ton choix, en fait. Exactement. C'est ça ? Ok. Et donc du coup là, à ce moment-là, donc à part ces 3 trucs-là, comment tu fais ton choix ? Avec le fit de l'équipe aussi. Ouais. Que je rencontre par la suite. Ça c'est plus tard du coup. Ouais, plus tard. À ton premier contact, tu vas juste parler de ces 3 trucs-là. Ouais. Et c'est après, du coup, si jamais tu veux aller plus loin, donc soit tu refuses. Tout à fait. Donc soit tu refuses, soit tu acceptes. En gros, tu acceptes d'aller plus loin, quoi. Exactement. Dans le processus de recrutement. Et du coup, là, tu vas rencontrer l'équipe, etc. C'est ça. Et il peut y avoir aussi des tests techniques en fonction des sociétés. Ok. Donc, rencontre, équipe, test technique. En gros, ouais, vous essayez de déterminer s'il y a un fit ou pas entre toi et la boîte, quoi. Ouais. Ok. Et ensuite, derrière. Et derrière, potentiellement, moi, je suis intéressé d'aller dans la boîte. Donc, si les tests techniques se passent bien et si le fit se passe bien, en général, je commence assez rapidement dans la société. D'accord. Donc là, il y a le début de ta mission. Tout à fait. Ok. Donc, tu commences ta mission. C'est quoi la moyenne de temps d'une mission pour toi ? C'est hyper variable. En général, j'essaye de ne pas prendre des missions de moins de 3 mois. Ok. Parce que c'est vraiment sur 3 mois que tu peux commencer à bâtir des choses concrètes. Ouais. Et la valeur ajoutée pour moi, c'est vraiment à partir de 3 mois. Parce que sur du one shot ou sur vraiment du fixe, moi, j'y trouve pas mon intérêt. Et forcément, si je me plais pas dans ce que je fais, je vais pas apporter de valeur. Ouais. Ok, donc 3 mois minimum. En général, c'est les équipes dans lesquelles tu t'intègres. C'est ça. Existe déjà. Ouais. Ok. Ok, et après, du coup, c'est à ce moment-là que tu deviens plus ou moins employé de la boîte, en fait, quoi. C'est ça. Fondamentalement, tu t'intègres dans l'équipe et puis tu fais ton job. Et une fois que ta mission est terminée, tu fais quoi ? Je fais quoi ? Pas grand-chose, à vrai dire. Ouais, ok. Pour l'instant, j'ai pas de process. J'ai pas de process spécifique. La seule chose que je fais, c'est envoyer la facture, normal. Ouais. Et aussi, je demande une notation sur certaines de mes plateformes par lesquelles je suis passé. Ok. Mais ça, c'est quelque chose, le départ, que j'ai pas du tout automatisé, quoi. Ok, ça marche. Demande de rating. Ok. Pour toi, du coup, augmenter ça et avoir plus d'acquisition du coup par les plateformes, vu que les gens t'ont mis des notes, etc. Exactement. Ok, ça marche. Donc ça, mais après, ça te prend pas un temps dingue, quoi. Si c'est une fois tous les minimum 3 mois. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas non plus le truc qui t'empêche d'avoir plus de. Et encore tous les 3 mois, oui. Ouais, c'est vraiment à la fin de la mission. Donc si la mission dure 6 mois, c'est vraiment à la fin, quoi. Ouais, ok, compris. Ok. Du coup, on arrive à la même conclusion qu'avec Fabien, quoi, ouais. Qui est qu'aujourd'hui, toi, scaler ton taf, c'est compliqué. Scaler les choses autour de ton taf, finalement, c'est déjà, t'as déjà automatisé une partie. Une première partie. Donc en fait, le job, il est sur là, quoi, sur la mission. Comment on fait pour que toi, tu puisses abattre plus de taf, quoi. Donc toi, l'objectif, c'est d'arriver. C'est quoi ton objectif à la base ? Dans les équipes, c'est beaucoup. Et je veux dire, toi, personnellement, si tu veux scaler, l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir prendre plus de missions, c'est de pouvoir créer quelque chose qui a plus de recul. Moi, ça serait déjà dans un premier temps de me dégager du temps libre et après savoir ce que je vais faire du temps qui m'est imparti. Ça, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose sur lequel j'ai décidé. Mais rien que de pouvoir diminuer en fait le temps de travail en étant plus efficace, en gardant à peu près le même chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui. Ouais, ok. Donc toi, t'es plus sur un truc de
je veux arriver à bosser moins et du coup me libérer du temps et je verrai ce que je vais en faire derrière. Soit continuer pour augmenter, scaler le business, soit pour des passe-temps. Ouais. Parce qu'en gros, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est un truc où on peut te générer suffisamment de leads pour que derrière, ce soit compliqué d'arriver à les gérer tous, quoi. Ouais. Tu vois, tu as vraiment beaucoup de trucs et que du coup, tu dois mettre en place des processus derrière. Alors, c'est soit sur ton activité de dev existante, soit tu changes complètement de route et c'est aussi possible, tu vois. C'est ça. Genre, c'est pas complètement aberrant de faire ça, bien au contraire. Mais il y a un truc dont tu parlais juste avant qu'on commence, qui est ce truc de vidéo là. Exactement. Genre fondamentalement, avoir une activité où c'est plus Guillaume développeur, mais où c'est Guillaume développeur en vidéo et du coup genre tu vas avoir que des gens qui viennent te proposer des missions comme celle-là et donc derrière toi ça te permet de déléguer, etc. Genre il y a moyen que ce soit plus intéressant déjà, quoi. Ouais, clairement. Ça c'est un truc genre t'es en train de bosser dessus, genre t'es pas encore au point sur ce que tu peux délivrer en termes de tech. Par contre c'est un truc qui t'intéresse. Potentiellement, ouais. Après, je pense pas qu'en fait me cloisonner en fait un sujet soit vraiment ce qui m'intéresse le plus, parce qu'en fait, même si je veux scaler dans la vidéo, en fait, ce que je vais reproduire, c'est YouTube, Twitch, Dailymotion. En fait, c'est la valeur ajoutée, elle existe déjà dans des services qui sont gratuits et faits par des grands en fait. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Je suis pas persuadé, tu vois, parce que t'as un truc de, le but, c'est pas de créer un service ou un SaaS qui soit de la vidéo. Là, en l'occurrence, c'est plus de toi pouvoir apporter tes services de dev dans le milieu de la vidéo. Donc, tu pourrais avoir des clients qui ont tous des requêtes un peu similaires, tu vois, qui sont orientées autour de cette verticale qui est la vidéo et la technique, etc. Et donc, toi, ça te permettrait d'avoir une offre qui est plus packagée sur voilà ce qu'on peut mettre en place pour vous en termes de vidéo. Il y a les trucs de live streaming dont tu parlais. Il y a quoi d'autre, genre comme grosse problématique aujourd'hui dans des boîtes qui voudraient de la vidéo? Donc soit c'est du live stream, soit c'est de la vidéo à la demande en fait. C'est vraiment les deux formats qu'il existe. Et après, j'en vois pas d'autres. Pour l'instant, je crois pas qu'il en existe d'autres. Parce qu'après, tu vois, genre, moi, le nombre de gens que je vois qui ont des envies de créer des plateformes de formation, des trucs comme ça, tu vois. En plus, avec Coup d'État, on en voit pas mal passer, quoi. Si toi tu viens et tu dis je suis le dev freelance qui développe votre plateforme de formation, elle est customisée selon vos envies, vos workflows, je vous apporte mon expertise sur ça, et du coup, en fait, ce que tu me dis, c'est que là, ça serait un peu comme un CMS. En fait, ça n'existe pas un CMS de création de contenu. Fondamentalement, ça existe. Genre, il y en a. WordPress, il y en a, même Vimeo, OTT fait ça. Il y en a quelques-uns, tu vois, des CMS de contenu qui sont soit des CMS de contenu payant où tu peux mettre tes chapitres de formation, tous les trucs, tu vois. Il y en a quelques-uns. Par contre, il y a un vrai besoin, et je l'observe vraiment sur le marché, de gens qui veulent créer leur plateforme, qui savent qu'il y a potentiellement des CMS, etc., mais qui savent juste pas par où commencer et qui ont zéro skill, tu vois. Et la question, c'est comment toi, tu peux potentiellement créer une offre qui leur dit, écoutez, moi, je vous apporte mon expertise, plus ma tech que j'ai déjà derrière. Finalement, c'est un modèle un peu comme Fabien que j'ai en tête, tu vois. Après, on peut aussi discuter du SaaS et d'un truc complètement différent. Mais moi, je trouve ça intéressant déjà de tester, tu vois, une landing page où tu dis, moi, je vous apporte mon expertise sur la vidéo, je vais implémenter le truc. J'ai déjà une tech que j'utilise régulièrement sur la vidéo pour que ce soit solide, pour que ce soit rapide. Enfin, tu vois, toutes les problématiques auxquelles les gens peuvent penser quand ils veulent acheter un produit comme celui-là, enfin, acheter un projet comme celui-là. Et que derrière, toi, tu dois les traiter. Et en fait, tu pourrais avoir une tech qui est la même un peu partout, avec des éléments qui se modifient. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça, quoi. Du coup, si je répète, toi, en fait, tu me conseillerais ou tu m'orienterais sur comment ça s'appelle, la création d'un service qui permette aux gens de publier du contenu sur leur propre plateforme. Et moi, j'utiliserais en fait soit un CMS qui existe déjà, que j'installerais et préconfigurerais, soit que je créerais en fait de toutes pièces. Exactement. Exactement. Après, ça peut être plus complexe que ça, dans le sens où avant de pouvoir partir dans des délires complets, tu vois, il y a besoin de réfléchir à quelles sont les problématiques d'une cible qui a besoin de vidéo, tu vois. Genre aujourd'hui, tu vois, je voyais encore des gens hier qui me posaient cette question-là, qui me disaient on veut faire de la formation, notre cible c'est X.
comment on fait pour les intéresser, comment on fait pour traquer s'ils ont regardé ou pas, comment on fait… Enfin, tu vois, les gens se posent plein de questions. Nous, par exemple, chez Coup d'État, une de nos grosses problématiques, c'est que on a un truc de… Tu sais, les gens peuvent marquer l'épisode comme vu sur la plateforme de Coup d'État, mais par contre, on ne sait pas où ils en sont, tu vois. Et ce système de tracking, par exemple, que tu retrouves sur Netflix, sur YouTube, où tu sais, tu as ton compte et tu sais, genre, j'ai regardé 3 quarts de la vidéo, machin. Bah ça, on sait toujours pas comment on fait, quoi. D'accord. Chez Coup d'État, tu vois. Et bon, on est en train de bosser dessus, etc. Et nous, ça va qu'on a une équipe de dev en interne. Mais tu vois, quand tu es extérieur à ça, finalement, comment tu fais si tu veux lancer un service de vidéo qui soit pas sur YouTube et qui soit un truc un peu plus custom, etc., avec une expérience un peu particulière, peu importe ce que c'est, comment tu fais pour avoir les bons outils qui te permettent de développer ton business, à savoir du tracking, à savoir… C'est de la métrique sur la vidéo, en fait. C'est de la métrique sur vidéo. Ça se trouve, ça c'est un SaaS aussi, tu vois. Genre fondamentalement, tu fais un truc qui se plug sur des embeds Vimeo, des embeds YouTube ou même sur des live streams Twitch, sur énormément de choses, quoi. Et qu'en fait, parce que le gros problème aujourd'hui dans la vidéo, c'est qu'en fait, tu as des stats sur les vues, etc. Genre Vimeo te file les stats, c'est la courbe qui descend avec genre les gens qui regardent au fur et à mesure, combien sont en allée au fur et à mesure de la vidéo, etc. Donc tu vois, tu as ces stats-là. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas corrélées à des comptes utilisateurs, par exemple. Donc tu peux pas savoir si tel mec a regardé la vidéo pendant 45 minutes, s'est arrêté un quart d'heure avant la fin, et du coup tu peux pas le relancer automatiquement. Tu vois, il y a pas mal de problématiques comme ça qui sont intéressantes sur le tracking de vidéos, et que potentiellement, bah, tu vois, c'est une tech où tu la développes une fois et tu peux l'implémenter. Après, effectivement, ça c'est un SaaS, quoi. Ça pour moi c'est un SaaS de ouf. Genre tu viens et tu dis on est les stats de toute la vidéo d'internet, quoi. C'est ça. Tu fais un mix panel pour les vidéos. Et vu que la vidéo, comme tu disais juste avant, est en train d'exploser, c'est ça. Pour le coup, tu as une vraie tendance, quoi. Moi, je trouve ça stylé. Moi, je trouve ça stylé. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Parce qu'en fait, après, le but là, à la fin, c'est de déterminer, qu'est-ce qu'on met en place pour tester potentiellement un nouveau modèle. Exactement. Moi, ça me dérange pas qu'on raconte que dans Anyone Can Scale, parce que tu vois, genre l'autre jour avec Fabien, j'ai discuté de ça, c'est un peu. Et c'est passé à la trappe direct, parce que Fabien, il aime bien quand même intervenir chez les clients, il aime bien, il aime bien tous ces trucs-là. Moi, si je peux m'en passer, en fait, moi j'ai vraiment plus l'amour du produit, en fait. Être chez le client, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, c'est vraiment ma valeur ajoutée. C'est quand on va me confier une équipe de quelques personnes, je leur dire, bah écoutez, voilà, la direction de produit, c'est ça, on va tout mettre en œuvre techniquement, on va construire une stratégie, on va se dire on a ça. Et puis on fonce dessus, quoi. Après, la partie gestion du client et tout, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Moi, c'est vraiment le produit, le produit tech, quoi. Ouais. Mais donc du coup, moi je suis ok qu'on raconte cette histoire sur Anyone Can Scale de Guillaume, il est arrivé, il voulait expliquer son activité de dev et en fait il s'est rendu compte que il n'y avait pas tant de choses qui étaient scalables à part essayer de travailler plus vite, plus rapidement, etc. Et que mine de rien, il y a des fois où tu changes ton modèle et… Puis les trucs qui me saoulent en général, je les automatise, quoi. Parce que ça devient vite prenant et chiant en termes de temps, quoi. Donc du coup… À part ça, tu avais fait d'autres trucs que tu avais automatisés ou pas? Non, parce que c'est le seul truc en fait qui était chronophage sur mon activité, quoi. C'est vraiment le truc qui était compliqué, qui me prenait du temps et qui était galère à gérer, quoi. Parce que pour prendre un rendez-vous avec un mec, tu passes un quart d'heure par message, tu multiplies ça par le nombre de personnes qui veulent un rendez-vous avec toi, plus les gens qui répondent pas ou qui te répondent 6 mois après, c'est pas gérable, quoi. Ouais, non, claro. Putain, c'est intéressant. Ok, de toute façon, on peut brainstormer sur des SaaS, hein. Fondamentalement. Moi, je trouve que celui-là, c'est un truc de malade, genre, c'est un vrai besoin, tu vois. Donc il y a ce truc de matrix de vidéo qui est vraiment intéressant. Genre pour moi, il y a un vrai marché, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait ce truc de sous-titres là, j'en parle dans la saison 2. Nous on galère avec les sous-titres pour les vidéos des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui t'as rien à part, tu vois, aujourd'hui on édite nos sous-titres sur Final Cut ou sur Premiere ou sur des logiciels de montage, quoi. Et c'est un enfer parce que du coup c'est genre bloc par bloc. Tu dois copier-coller ton bloc, le déplacer, vérifier qu'il fait le bon timing, etc. Et putain, tu me fais une UI trop stylée
où tu viens et en fait tu peux mettre ta vidéo. Mais le top, ça serait du speech to text en fait. T'as la bande son, t'as l'IA qui. Ça, il y a des trucs qui le font déjà, qui le font pas mal, tu vois. Genre HappyScribe, qui est une boîte de TF, fait ça. Ils le font vraiment pas mal. Genre, j'avais sous-titré quelques vidéos avec eux. C'est très cool parce que ça te transcrit assez bien, donc t'as plus qu'à corriger. Leur interface est vraiment bien foutue, etc. Par contre, t'as pas ce truc de caler les sous-titres sur le timing de la vidéo, tu vois. Genre ça se cale plus ou moins bien. Mais par contre, tu vas avoir un truc où tu as une phrase, un point, un mot de la phrase suivante, et hop, ça switch à la phrase suivante. Et donc tes sous-titres, ils sont un peu bizarrement construits. Et, tu vois, il n'y a rien qui te permette de vraiment... C'est un problème de techno, là. Après. Ça, c'est ouais. Genre, il y a un vrai truc sur ça. Bon, après, j'ai des gens du coup qui m'envoient des mails depuis que j'en ai parlé dans la saison 2 qui me disent « Tu devrais regarder ça ». Et j'ai encore rien trouvé qui soit exceptionnel, quoi. Et en fait, il y a un vrai problème de software où en fait ça peut pas être web, quoi, pour moi. Le vrai problème, il est là, c'est que ça peut pas être web parce que tu dois uploader tes vidéos et ça prend des plombes, quoi. Genre si on doit commencer à uploader ça, c'est des vidéos qui font sur des vidéos déjà existantes, tu veux dire. Le problème, c'est ça, quoi. Donc il y a ça. T'avais eu d'autres idées ou pas par rapport à tout ça? Enfin, pas forcément par rapport à la vidéo, mais des trucs auxquels tu avais pensé. Bah non, c'est ça, c'est un peu la panne sèche en fait. C'est un peu ma problématique, c'est que techniquement, je sais faire pas mal de choses, mais d'un point de vue après business, où des fois, je vais avoir des idées et je vais pas forcément y croire, quoi. Ouais. C'est ça aussi le truc qui techniquement. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, je pense que je suivrais plus facilement un CEO qui me dit ça va marcher, qui va réussir à me convaincre, et moi je vais me lancer dans le produit parce que je suis vraiment passionné par le produit plutôt que de le vendre, de me dire ça, d'avoir une vision en fait. Je vais plus être la personne qui va concrétiser la vision et qui va du coup y croire vraiment, plutôt que quelqu'un qui va avoir la vision à l'origine, qui va réussir à convaincre les autres en fait. Ouais, ok. Je suis plus pas dans l'ombre, mais presque en fait de la création du produit, quoi. Ouais. Et même après, itérer sur la vision, parce que je vais y adhérer, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est la vision d'origine. Et réussir à me convaincre aussi et à m'auto-convaincre que c'est le bon produit, la bonne chose à faire, ça, c'est un truc que j'ai pas encore réussi à faire. Seul. Et tu sens qu'il y a t'as un besoin de rentrer dans un sujet en profondeur? C'est-à-dire? Genre tu voudrais, genre potentiellement si tu trouves une mission un jour où tu te dis putain je veux rester dans ce truc, tu le ferais ou tu as un besoin de ça, je suis carrément ouvert, mais pour l'instant j'ai pas encore eu vraiment le gros coup de cœur, quoi. J'ai vraiment des appétences, comme on l'a dit la dernière fois, pour tout ce qui était finance, comptabilité, mais ça reste des appétences, c'est pas encore le truc où je vais me dire je suis prêt à y passer 5 ans, 10 ans, 15 ans de ma vie, quoi. Pas encore. Ok, et là, je comprends. C'est d'autant plus délicat du coup parce que nous derrière Anyone Can Scale, il y a quand même un côté entrepreneur, quoi, tu vois, où on veut aller chercher. On a plus des profils du coup CEO qui vont regarder la série, tu vois. Et je me demande un peu comment faire fitter tout ça, parce qu'effectivement, quoi. Même si tu as une idée de ça, ce qui est bonne, si toi t'as pas l'envie nécessaire de. Ouais, c'est ça. Ça se trouve l'idée va être bonne, mais derrière. Si je suis vraiment tout seul, en fait, il faut que tout de suite quelqu'un prenne le relais d'un point de vue CEO, on va dire, puis que moi je sois le CTO, quoi. Ouais, ok. Je réfléchis à ce qu'on peut faire de plus du coup par rapport à ça. Parce que moi j'ai un peu l'impression que du coup ta réalisation c'est genre en fait finalement est-ce que je veux vraiment scaler mon activité ou est-ce que je veux me trouver un associé avec qui je peux devenir CTO? Moi scaler mon activité ça me dérangerait pas, quoi. Mais il faut vraiment qu'en fait l'idée me botte. Ouais, mais scaler ton activité ça implique nécessairement toi derrière genre en dev, c'est ce qu'on dit avec Oussama depuis l'épisode 1, c'est qu'en fait la seule manière de scaler un taf de dev qui est quand même un taf où finalement l'organisation autour de ton activité est peu importante et peu conséquente par rapport au travail réel, parce qu'en fait finalement tu rentres et tu es en tant qu'employé, donc finalement à quel point, je vais peut-être faire cringer des gens, tu vois, mais à quel point ton taf de dev freelance est pas similaire à être salarié et changer de job tous les 3 mois, quoi. Tu vois. Donc finalement, prendre un contrat pour toi c'est presque plus une décision de vie qu'un client, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc en fait arriver à scaler ça,
ça implique de transformer ton activité d'une décision de vie, je rentre dans l'équipe, je vais m'y mettre, etc., à prendre le recul et dire ok, maintenant moi je vais prendre des clients, peut-être que je vais travailler 3 mois pour eux, mais je vais leur apporter une valeur qui est packagée, tu vois, qui est pas moi, quoi, qui est pas juste moi en tant que personne, je peux faire un peu n'importe quoi parce que j'ai des compétences, etc. C'est comment tu fais pour transformer ça en une espèce de produit où les gens se disent oh putain, mais moi j'ai cette problématique-là, je veux une réponse. Ou standardiser des approches, des choses que j'ai l'habitude de mettre en place chez des clients, et ainsi de suite. Ce serait ce genre de truc. Après, le problème, c'est que derrière, il y a quand même une notion de volonté, tu vois. Genre toi, est-ce que tu veux passer du temps à pousser sur un truc où tu vas scaler une activité de freelance qui est un truc où tu es indépendant, genre t'as quand même ce truc de je travaille dans une équipe, donc je m'intègre dans l'équipe, t'as une notion humaine. Est-ce que toi, tu as envie de faire ça, de passer du temps à scaler ça, donc de perdre le côté humain, parce que finalement, forcément, si tu scales, tu perds le scaler, c'est forcément créer une organisation dont tu es un peu plus en contrôle, mais où tu es moins dans l'organisation. Tu crées ta boîte, tu la construis, c'est des blocs. Ça sera le scale plus sur le produit du coup. Et du coup, toi après, si tu veux aller chercher un modèle qui scale, qui est potentiellement un SaaS ou un truc comme ça, why not? Mais aujourd'hui, quelle est ton activité d'indépendant je vois pas comment le changer. Par contre, sur un SaaS… Sur un SaaS complètement. Sur un SaaS, oui, mais c'est un modèle qui est scalable déjà à la base, tu vois. C'est scalable parce que chaque personne qui rentre sur un SaaS coûte pas plus cher que la personne d'avant, quoi. C'est ça. Et donc je sais pas trop. Pour moi, on est dans une… C'est un cul-de-sac. Hein. Après, on peut en discuter même hors caméra quand tu veux, genre avec grand plaisir pour discuter de comment on fait des SaaS. Et ce que tu pourrais mettre en place, etc. De toute façon, là, t'es en mission jusqu'à quand chez Made in Law, là Pour l'instant, j'ai pas de date de fin. Ok. Ah ouais, donc t'es vraiment rentré en mode je vais bosser là. Ouais, c'est ça. Ouais, comme Filzy est chez nous, quoi. Genre, ou Pariante, genre t'es en freelance en mode je suis dans l'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est compliqué de scaler ce truc-là. D'autant plus que si t'as pas envie, si t'es plus sur l'amour du produit, scaler ton activité service, ça va pas te faire marrer, quoi. Sauf si c'est mon produit, en fait. Enfin, si c'est mon propre produit que je développe et ensuite que j'installe chez les clients, ça peut être… tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça peut être une solution, ouais. Typiquement, si je développe, pas un SaaS, mais un package NPM qui sera open source, qui sera développé, maintenu par moi, que j'utilise chez mes clients pour, par exemple, automatiser certaines choses, et vendre en fait l'expertise du package, ça peut être quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, carrément. Carrément, c'est ce genre de truc. Ça veut dire que ton produit, en fait, ce qui est une partie produit dans ton taf est gratuit et open source. Exactement. Mais que toi, tu vends l'expertise d'installation, l'expertise et toi, ça du te produit. permet du coup de faire un truc qui est pas forcément hyper bien packagé aux yeux des gens, mais qui est techniquement très puissant et où tu viens l'intégrer dans des workflows existants, quoi. Tout à fait. Comment on trouve ça? Comment on trouve ça? Ouais. En fait, le trouver, c'est pas le souci, c'est répondre à quelle problématique. Oui, c'est ça. Ouais. Quelle problématique métier, quoi. C'est aujourd'hui, où est-ce que tu… Enfin, je pense que c'est une bonne idée, tu vois, mais il faut partir de la détection d'un problème à la base. C'est ça. Qui est sur une niche nécessairement. Je pense que il y a un truc… Oui, en fait le gros problème auquel on fait face, c'est qu'à la base, quand on a commencé New Can Scale ensemble, t'étais en mode on pourrait peut-être scaler sur de la compta, des trucs comme ça, t'avais ta verticale. Là, tu te rends compte que ça te fait chier, ce qui est une très bonne chose parce que moi, tu sais ce que tu veux pas faire. C'est ça. Mais du coup, c'est plus compliqué, il va falloir fouiller encore, quoi. Ouais, je pense que l'enjeu, il est là. Il faut qu'on trouve une verticale sur laquelle potentiellement tu peux régler des problématiques qui sont similaires. Et puis ça peut être une verticale technique aussi. Ça peut être une verticale technique, ouais, si tu arrives à trouver des clients qui ont en commun, qu'ils ont tous la même tech. Tu penses à quoi? T'as un truc en tête ou… Typiquement, je sais pas, sur le marché, tu as énormément de gens qui utilisent Node.js et comment ça s'appelle? Enfin, Node.js, React, tout cet univers-là. Donc, j'ai pas pris assez de recul encore là-dessus, mais forcément, on est tous confrontés aux mêmes problématiques au bout d'un moment donné. Ouais, après, quand tu mets en place ta stack initiale de Node.js et de React, finalement, ça va être différent à chaque projet, quoi. Genre, le tout début, il est similaire. Tous les trucs de déploiement, les trucs comme ça, mais après… Même installer la stack, souvent ça se répète entre les projets, quoi. Ouais.
Tu as un peu comme un starter kit où en fait tu as tout installé avec tout ce qui est intégration continue. En fait, l'idéal, ça serait en fait de développer un paquet sur lequel c'est ce genre Docker quoi. Ça intégrerait Docker et ça intégrerait Kubernetes et tous les autres outils de déploiement. Mais l'idéal, en fait, ça serait que les développeurs puissent se concentrer sur la complexité métier et que tout le reste, en fait, soit fait par un paquet qui s'occupe de créer les API REST, de créer la communication entre les API, de faire tout le reste, en fait. Et les développeurs ne feraient que coder la partie métier entre elles. C'est une autre idée de SaaS. Hein. Ouais. Pas de SaaS cette fois-ci, mais de... Si, fondamentalement, parce que si tu as un truc où toi tu peux juste appuyer... Ah oui, ou alors tu viendrais et tu ferais ça. J'installerais le package NPM et ensuite les gars consommeraient ça pour... Et pourquoi ils l'installeraient pas eux-mêmes? Si tes clients c'est des devs, tu vois, ouais. In fine... Pour se concentrer sur la partie métier, donc exécution plus rapide. Tu aurais déjà des choses d'embarquer, de l'authentification, de la sécurisation d'API, des ACL, enfin tous les trucs que tu as besoin sur un projet qui se répètent. Tu as déjà des SaaS sur l'authentification, mais tu n'as rien en fait qui englobe tout. Donc forcément, en fonction de l'architecture de l'API, tu vas devoir installer ton service sur l'une, puis sur l'autre, et ainsi de suite, quoi. Mec, c'est trop stylé. C'est trop bien en vrai. Genre ça voudrait dire que si tu es une agence de dev, genre tu es une agence de dev, tu vas lancer un produit, ouais. Enfin tu vas lancer un projet avec un client quoi. Ouais. Il te contacte, il t'outsource les trucs initiaux. Ouais. Toi tu mets en place toutes les technos, genre ils peuvent cocher quelles technos ils ont besoin, etc. Et toi tu viens, t'installes tous les trucs. Ouais. Tu fais le transfert aux devs de leur équipe en mode voilà ce qu'il faut installer sur ta machine, etc. Et tu te barres. Et tu passes à un autre client quoi. Ouais. Et du coup ça te permet toi d'en prendre de plus en plus et dès qu'un freelance quelque part a un projet à mettre en place chez un client, au lieu de passer une semaine à faire les installations, etc., il t'appelle et en une journée c'est fait et il peut t'envoyer sur le reste quoi. Ouais. Mec c'est trop bien. Faut faire une landing page de ça et voir s'il y a des gens qui seraient prêts à acheter. Tout ça te ferait marrer ou pas? Ouais, carrément. Ouais. Ça, ouais. En plus, c'est le truc chiant sur lequel j'avais déjà bossé. J'ai un prototype, en fait, j'avais commencé par la base, en fait, c'est le framework. Et après, au-dessus du framework, tu commences à construire des briques. Ouais. Et après, tu fais du Lego. En fonction de ton client, tu vas chercher telle brique, telle brique, telle brique. Quoi. Et c'est un projet que j'ai pas eu le temps de poursuivre. Et à quel point tu pourrais faire vraiment gagner du temps aux gens? À quel point? C'est une bonne question, il faudrait que je le mesure. Mais ouais. Faudrait que je le mesure. Parce que ça, en fait, ça sera une sorte de starter kit, en fait, pour toutes les entreprises. Ouais. Dès qu'ils veulent commencer un projet, plutôt que de se poser... C'est un peu comme sur le marché, en ce moment, tu as un peu la guerre React Angular, mais en fait, en back-end, tu n'as rien, en fait, qui fait foi. Ouais. Tu as GraphQL d'un côté, tu as les proto-buffers gRPC de l'autre. Enfin, c'est toujours hyper compliqué et en fait des fois la question elle devrait pas se poser quoi. Ouais. Parce qu'au final c'est beaucoup de choses qui se répètent. Ouais c'est clair. Et en plus toi tu pourrais identifier les besoins. Et du coup tu vendrais aux agences de dev quoi. Putain c'est aux agences de dev ou aux clients directement quoi. Ouais mais à quel point les clients sont capables d'appréhender le fait que ça leur fasse gagner vraiment du temps quoi. S'ils ont des équipes techniques, tu as de plus en plus de clients finaux sans être des agences de dev qui utilisent ce genre de... Enfin qui ont des équipes techniques. Typiquement mais s'ils ont une équipe technique, ils ont déjà une stack en place et tout est installé déjà. Ça dépend des fois si c'est une vieille DSI qui veulent changer de techno et qui veulent pas forcément s'embêter à choisir certaines choses au niveau de la techno. Si tu leur offres quelque chose de tout prêt, un petit peu comme Angular, ou Angular qui est plus choisi par les grosses sociétés parce que justement tu as déjà énormément de choses de faites et de prêt, du coup c'est bénéfice, c'est tout bénéf pour eux. Tu sais que là tu es en train de faire ton job de CEO et de me vendre le truc hein. Et tu le fais pas mal hein. Ouais. Putain, ouais c'est stylé hein. Je suis très curieux, genre à qui tu testerais de le vendre en premier genre? Au SS2I. Ouais. Je vais voir toutes les SS2I et je vais leur demander déjà si elles ont un framework interne ou ce genre de choses là. Ouais. Essayer d'identifier les besoins et leur présenter le truc quoi. Ok. T'es chaud de faire ça? Carrément.
Genre pour la prochaine OH, quoi, avoir contacté une ou deux SS2I, voir quels sont les feedbacks. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Ouais. Et on voit, et après, en fonction de ce qu'ils te disent, on essaie de faire une landing page et on voit si on le push sur des je sais pas trop quoi, en fait, d'ailleurs. Mais... Après, ça va demander un sacré temps de développement. Ouais, c'est clair. Mais après, genre, tu peux déjà voir s'il y a un intérêt et tu peux le développer au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, au départ, tu viens et tu fais du consulting sur comment tu démarres ton truc, et puis à chaque client, tu vas améliorer ton package et tu vas faire en sorte que plus tu avances, moins tes clients te coûtent cher, quoi. En termes de temps et tout, quoi. Exactement. C'est stylé. Ça me plaît. Je suis très curieux de savoir si les gens seraient prêts à payer pour, quoi. En fait, tu payes pas la techno. Non, je parle de... Tu payes vraiment l'expertise au niveau de l'installation, quoi. Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour un truc... Où tu fais une version gratuite et premium, un peu comme Docker, quoi, en fait. Tu fais une version entreprise et une version community. Ouais. Et sur la version entreprise, je viens montrer comment tu scales certaines choses, en fait. Ouais. Typiquement, ça peut être ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Et tout ne peut pas être dans une seule techno, en plus. C'est l'avantage. C'est que tu te dis, bah tiens, j'ai par exemple des API, une en JavaScript, une en Go, comment je les fais communiquer, bah du coup moi je te fournis en fait les toolkits qui vont te permettre de communiquer tout cet ensemble là. Ouais. Ok. Bah testons ça. Testons ça, observons un peu le marché, quelle est la réponse du marché par rapport à ça. Faisons-en une landing page pour voir comment on peut générer des leads, mais après, sur les plateformes, tu vois, est-ce que tu aurais des gens qui te feraient des demandes par rapport à un truc comme ça, tu crois ? Ou c'est plutôt l'inverse, genre... Sur les plateformes, je pense pas, parce que c'est à moins que le produit devienne hyper connu et que je devienne une référence, ça sera plus peut-être par GitHub en fait que je me ferai connaître, parce que le paquet, imaginons qu'il ait je sais pas combien de milliers d'étoiles, je serais vite repéré potentiellement. Par les plateformes, je pense pas, parce que souvent c'est des recherches précises ou des mots-clés précis, développeur back-end, développeur front-end, full stack, donc je pense pas que le marché viendrait de là. C'est soit je démarche bien les gens, soit c'est par de la connaissance pure du produit, ils se demandent qui est derrière, quoi. Ouais. Donc là c'est plus du personal branding aussi à mettre en place, quoi. Ok. Bah trop stylé, hein. Go, on teste ça. Hein. Carrément. Ça te va ? Ouais. Ok. Bah lourd, hein. Est-ce qu'on parle d'autre chose ou... Parce qu'a priori, je pense que c'est une bonne idée, tu vois. Après, je suis très curieux de savoir si ça marcherait ou pas. Putain, ouais, faut que tu fasses ça, mec. Genre, faut que tu testes de ouf. Hein. Ouais. Mais tu sais que j'avais déjà commencé à bosser sur un projet de framework comme ça, en fait, qui était une surcouche à Express, qui est un package NPM, et en fait, qui englobait toute une logique qui n'existait pas, quoi. Ouais. Et il commence à y avoir des solutions, mais pas aussi poussées, intégrées, quoi. Ouais. Parce que c'est un truc en plus où tu peux itérer à chaque client, quoi. Ça fait quand même des clients à facturer, ça te fait quand même du cash, machin. Et à chaque fois, ça te coûte moins cher, quoi. Ouais. Tu y passes moins de temps et tu dis aux gens, je vous facture pareil, mais j'y passe plus qu'une heure. Puis après, la communauté, si c'est open source, la communauté peut même bosser dessus. Et moi, je continue d'être expert sur le produit tel qu'il est. Tu peux même créer un réseau de gens qui tu leur apportes des clients potentiels, de gens qui bossent sur le sujet. Ça te permet, toi, d'attirer d'autres freelances qui sont intéressés, à qui tu peux filer des contrats. Et du coup, tu as une espèce de workforce géante. Voilà, on part dans des trucs plus poussés. Mais en tout cas, je suis assez curieux de savoir à quel point ce serait possible de le vendre à des gens, quoi, au jour 1, quoi. Mais en tout cas, moi ça me parle bien, quoi. Je trouve ça stylé. Hein. Typiquement, t'as une problématique, tu veux créer ce qu'on appelle du CRUD. Donc c'est des interfaces très simples. Tu aurais par exemple une interface graphique qui te permet de modéliser ta base de données. Quelle que soit en fait ta base de données SQL ou NoSQL, tu peux à peu près la modéliser d'une certaine manière. Et en fait, derrière ça, toi, tu écrirais juste la logique métier en fait, en utilisant ces différents modèles. Et en écrivant tes tests. Et derrière, tout ce qui se passe autour, c'est juste en fait un peu comme des connecteurs, quoi. Tu te dis, tiens, je vais utiliser ce connecteur-là pour envoyer le résultat. Je vais utiliser ce connecteur-là pour discuter avec l'API pour vérifier si la personne a les droits. Les droits, c'est quelque chose qui n'est pas standardisé, mais qui est standardisable. Et que tu peux faire entre différents trucs. Et après, tu fais ton job, quoi.
Bah lourd mec, hein. Vas-y, go tester ça. Hein. Ouais. Go tester ça. Moi j'ai pas grand chose de plus à te dire par rapport à tout ça. Après, ouais, teste ça. Et comme ça, quand tu revois Oussama à l'Office Award conclusion, vous en discutez et vous voyez comment ça donne quoi. Ouais. Ça roule? Ouais, carrément. Ouais.